Bonjour tout le monde, re-bienvenue au podcast La Science des Sciences. Un petit rhume fait que j'ai un masque aujourd'hui, mais ça sera sans problème. Cette semaine, en fait, on a un podcast un peu spécial. On va parler de science encore, évidemment, avec nos deux invités, mais à un niveau un peu différent. Je vais les présenter à l'instant. À ma gauche, ici, on a M. Rémi Quirillon, scientifique en chef du Québec, et avec une carrière académique assez fructueuse dans le domaine des neurosciences. Oui. Et à ma droite, ici, M. Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal et professeur titulaire en philosophie. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je sais que vos horaires sont chargés, en ce début de session, particulièrement, je sais, à l'université. Donc, j'espère que vous allez bien. Très bien. Très bien. Merci pour l'invitation. On va toujours bien. J'espère que le début de session aussi se passe bien à l'Université de Montréal. Je touche du bois. Ça fait quelques années. J'y vais une fois de temps en temps, mais j'ai moins de contacts, évidemment, qu'autrefois où j'étais étudiant. Mais ça fait tout le temps du bien d'y retourner quand j'y vais. Tout d'abord, je suis content de vous avoir. On a beaucoup de sujets. Je pense pas qu'on va avoir le temps de traiter de tout. Une heure, avec deux personnes comme vous, ça va passer un peu trop rapidement. Mais j'aimerais qu'on passe un peu de temps juste à présenter ce que vous faites. On connaît le domaine de la recherche, que font les chercheurs. Vous êtes des gens qui vous supportez la recherche à des niveaux différents. Le titre de scientifique en chef est relativement nouveau. Oui. Beaucoup de gens ne savent pas encore c'est quoi, surtout dans le grand public. Même dans le milieu académique, en fait, je rencontre des gens qui se demandent. Mais c'est un emploi fort intéressant. Et j'aimerais vous entendre un peu sur votre emploi. Comment vous vous êtes approprié? Vous êtes le premier. Oui. Quand on vous a invité, vous étiez en fin de mandat. On vous a reconduit une autre année. Mais comment ça se passe, ce mandat? Et c'est quoi le travail que vous faites exactement? C'est, comme tu disais, le premier scientifique en chef du Québec. Maintenant, ça fait un peu plus de 14 ans. Donc, à l'échelle internationale, il n'y a pas énormément de personnes qui ont ce titre-là. Il y en a surtout dans les pays du Commonwealth. Mais je suis le plus senior en termes de scientifique en chef. En général, dans plusieurs pays, un scientifique en chef est nommé par le gouvernement du jour. On change de gouvernement. Tous ces appareils-là changent, que ce soit en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Je ne parlerai pas trop des États-Unis parce que c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que ça fait un scientifique en chef au jour le jour? C'est quoi une journée typique d'un scientifique en chef? C'est une journée atypique. Parce qu'on pense le matin, c'est peut-être la même chose au niveau d'un décanat, le matin, on prévoit notre journée, on a certains types de réunions. Tôt le matin, on a un appel du cabinet d'un ministre qui dit « Aujourd'hui, notre type de question, pourrais-tu nous aider? » etc., etc. Donc, faut s'habituer rapidement à être résilient, s'habituer à changer notre horaire à la demande des patrons et essayer de leur fournir des informations adéquates le plus rapidement possible. Parce qu'à la différence, je dirais, lorsqu'on est à l'université, où on soumet des demandes de subventions, ça prend du temps avant des retours, les gens reviennent ou des publications, puis on dit « ils n'ont rien compris », etc., etc. En termes de scientifique en chef, les conseils à un ministre ou à un cabinet, en général, c'est très, très court. Ils ont une question, ils veulent la réponse le lendemain. En général, on leur donne AB, des choix AB avec le plus et moins dans chacun des cas. Et bien sûr, moi, je n'ai pas la science infuse. Si c'est neurosciences, c'est un peu plus facile. Mais si c'est agriculture, j'ai déjà eu des questions sur les caribous, sur les chiens dangereux. Reviens-moi demain matin. On est chanceux. Au Québec, on a quand même une assez petite communauté et assez facile. On contacte les gens, on contacte les doyens, on contacte les directeurs de département. Connaissez-vous quelqu'un? Revenez-nous rapidement. Donc ça fait partie du conseil scientifique. Par la suite, l'appareil politique décide. Suivre A, suivre B ou rien. Parce qu'ils ont d'autres considérations économiques, sociales, etc. Donc c'est un peu ça là, du côté du scientifique en chef. En plus de ça, bien sûr, je m'occupe des fonds de recherche du Québec. Je suis le PDG des fonds de recherche du Québec. Donc là, le financement de la recherche au Québec. Fait que c'est les deux rôles que j'ai ici au Québec depuis plusieurs années. Très bien. J'ai vu sur les sites que vous êtes associé plus au ministère de l'Économie et de l'Innovation. Vous expliquez qu'en fait, un peu tous les ministres peuvent avoir affaire à vous. C'est ça. Nous, le Québec a un modèle aussi un peu différent.
L'Irlande avait un peu le même genre de modèle où, plutôt que se rapporter au bureau du premier ministre, parce que dans certains cas, comme en Angleterre, par exemple, au Canada, la personne scientifique en chef ou l'équivalent se rapporte directement au bureau du premier ministre. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais, ça fait une belle carte d'affaires, mais très souvent, tu ne vois pas le premier ministre, ou il y a très peu de temps avec le premier ministre. Avec un autre ministère, et dans notre cas ici, c'est Économie, Innovation, Énergie, j'ai des statutaires avec les ministres à tous les mois. Fait qu'au moins, il y a un genre de lien beaucoup plus fluide avec le ministre en titre. Il ou elle, très intéressé par ça, et par la suite, en parle avec ses collègues. Mais on est ouvert à tous les ministères, tous les ministres. On travaille beaucoup, par exemple, avec l'environnement, avec l'enseignement supérieur, avec l'international, avec la santé, bien sûr. Donc, on est ouvert à tout le monde. Et c'est un peu ça. L'objectif, lorsque le poste a été créé par le ministre, à ce moment-là, c'était Clément Gignac, qui est maintenant sénateur, c'était d'avoir un point de chute. Plutôt que les fonctionnaires ou les ministres, bon, là, moi, c'est cette question-là, qui j'appelle à Sherbrooke ou qui j'appelle à l'ETS. Mais maintenant, ils disent, bon, Quirion est là, il va trouver des réponses et c'est à lui de coordonner ces genres d'activités-là. Et ça se passe quand même relativement bien. Je sais bien. Il y a aussi un autre point qui est un concept que je trouve vraiment intéressant, c'est l'idée d'une diplomatie des sciences. On en parlait un peu avant l'enregistrement. Vous allez aussi ailleurs que le Québec. Vous faites une promotion, j'imagine, de ce qu'on fait ici. Comment ça se passe exactement? Parce que j'adore l'idée. Je pense qu'on a besoin de plus de diplomatie scientifique. Donc, si on peut s'inspirer de votre travail... Oui, c'est sûr, un peu comme les collègues. Lorsque j'étais à l'Université McGill, neurosciences, santé mentale, j'avais beaucoup de collaborations à l'international. Et je n'avais pas besoin de quelqu'un de me dire tu devrais collaborer avec l'Université X en France ou aux États-Unis. Ça se fait de façon un peu naturelle. Le volet de diplomatie scientifique est plutôt en termes d'affaires internationales. Comment amener nos diplomates, notre gouvernement, à penser à la science dans la prise de décision. Encore une fois, ils ont plein de choses à réfléchir. Des fois, ça fonctionne bien, d'autres fois un petit peu moins bien. Mais de développer un peu plus de science, parce que dans plusieurs de nos bureaux du Québec à l'étranger, des délégations du Québec, il n'y a pas beaucoup de formation. La majorité des gens n'ont pas beaucoup de formation en recherche ou en sciences de tout type. Donc, on a commencé à mettre sur pied des réflexions en lien avec la diplomatie scientifique. La première étape a été de créer des postes de scientifiques en résidence dans les bureaux du Québec à l'étranger. Donc, à la fin d'un doctorat, quelqu'un peut dire, moi, je serais intéressé peut-être, plutôt que d'aller faire un postdoc en chimie, si c'est un chimiste à Stanford, moi, je serais peut-être intéressé à apprendre un peu sur le terrain. C'est quoi de la diplomatie? C'est quoi de travailler dans une délégation du Québec? Maintenant, on en a 13 ou 14, je pense, dans différents bureaux. Et de toutes les disciplines. Au début, je penserais que c'était plus des gens en Sciences Po, en sciences sociales. Les deux premiers, astrophysique et chimie. Puis on les a perdus pour les deux domaines, parce qu'ils ont décidé d'aller plus là-dedans. Là, on a ajouté une autre couche à tout ça, c'est d'avoir des chaires en diplomatie scientifique. Et lorsqu'on a réfléchi un peu sur le concept de chaire, je pensais que peut-être le gouvernement dirait, on n'est pas un pays quand même, fait que c'est quand même au Canada. Non, on était très ouvert, le conseil d'administration, très, très ouvert à développer le concept de chaire en diplomatie scientifique. La première a été créée entre l'Université Laval et Sorbonne Université, beaucoup sur le développement durable. Maintenant, on va annoncer probablement la semaine prochaine ou l'autre après 7 nouvelles chaires. Chaque université avait on fait des propositions. Et là, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais on va avoir la plus grande concentration de chaires en diplomatie scientifique dans le monde. J'espère que ça ne durera pas longtemps. Je pense que tout le monde, tous les pays ont besoin de ça. La géopolitique actuelle est tellement complexe que de se spécialiser en termes de diplomatie scientifique, le secteur maritime, l'intelligence artificielle, etc., etc. Et là, j'espère que les titulaires de chaires vont réseauter entre eux au Québec, mais aussi à l'international, parce qu'il y a 13 pays impliqués dans les chaires qui vont être annoncées la semaine prochaine. C'est franchement intéressant. Et on peut se tourner ici avec M. Bouchard. Votre travail, doyen, on a peut-être une idée un peu plus conscrite de vous gérer une faculté. La faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal, c'est une très grande faculté. Beaucoup de gens, comment ça se passe? Comment vous faites votre travail? C'est quoi cette journée type là, du doyen? En fait, comme Rémi, les journées types, ça n'existe pas, mais je dirais qu'il y a des activités qui reviennent régulièrement. Doyen, d'une part, un doyen, c'est un prof, mais les universités, un concept très important, c'est que l'administration universitaire
en fait, que les profs jouent un rôle prépondérant, j'ai envie de dire, dans ces orientations parce que c'est des activités de pointe, puis idéalement, c'est quelqu'un qui les comprend de l'intérieur, qui peut les soutenir. Donc, moi, je suis prof de philo, on l'a mentionné, philo des sciences. Donc, je m'intéresse à comment les sciences fonctionnent. Et plus particulièrement, je m'intéressais beaucoup au rôle des experts dans la société, qui est devenu, pour des bonnes et des mauvaises raisons, un sujet assez chaud avec ce qui se passe au sud de la frontière. Là. Mais ça, c'était avant de m'impliquer en administration universitaire. Puis doyen, en quelque sorte, indépendamment de la taille ou de la complexité de la faculté, c'est un peu, j'ai envie de dire, le maire d'un village d'universitaires. Et ça veut dire qu'on s'occupe à la fois des services, si on veut, des services de proximité, pour prendre un langage municipal, mais aussi de faciliter des partenariats à l'extérieur du village ou de la ville. Et donc, il y a un volet interne puis un volet externe qui est assez important. Le volet interne, c'est l'administration puis la gestion universitaire. Faculté des arts et des sciences regroupe 25 départements en lettres, sciences humaines, sciences sociales et sciences naturelles. Donc, des fois, je dis ça va de philo à Yoshua Bengio. Là. Donc, ça va de informatique, histoire de l'art, chimie, bibliothéconomie, psychoéducation. Puis ça semble disparate, mais en fait, il y a une cohérence. C'est une façon d'organiser les universités. Il y a la même chose à l'Université de Toronto, à Harvard, à Stanford. Donc, quelques grandes universités de recherche nord-américaines, surtout, ont voulu rapprocher des disciplines de sciences humaines et de sciences naturelles, pour le dire de manière rapide, afin de faciliter l'interdisciplinarité. Et quelque chose qui tient fort à cœur à Rémi aussi. Et donc, ça, c'est pour ça qu'on a regroupé ces départements-là, parce que ça facilite des programmes d'enseignement et de recherche interdisciplinaires. Et donc, c'est ça, au quotidien, comme j'ai 25 départements, puis ça fait, à l'Université de Montréal, on parle de 20 000 étudiants, et à la Faculté des arts et des sciences, et 650 profs, 400 employés, à peu près 1000 chargés de cours. Et puis là, on pourrait s'ostiner. On est d'accord sur beaucoup de choses, Rémi et moi, mais on est en désaccord sur une chose. Moi, je suis convaincu que j'ai la meilleure job au monde. Et je pense qu'il croit la même chose. Mais en gros, c'est un grand privilège parce qu'on facilite des partenariats. Donc, on s'assure que l'université fonctionne pour les programmes d'études. On facilite les programmes de recherche. On crée les postes de professeurs, et ainsi de suite. Mais aussi, on est tourné vers l'extérieur pour faciliter des partenariats, que ce soit avec des organismes communautaires, des compagnies, que ce soit avec des partenariats avec d'autres pays. Mais ça fait des journées qui sont atypiques. Il y a une journée, mais là, je le mentionne parce que quand je suis rentré le soir, je me suis dit, c'est incroyable. Donc, dans la même journée, il y avait un conseil de faculté où on faisait de l'adoption de programmes, puis on parlait de crédit, puis de fonctionnement de nos programmes d'études. La même journée, je parlais avec la personne en charge de la communauté des Sœurs Grises pour un partenariat en archéologie puis en histoire et avec la Ville de Montréal. Et la même journée, j'avais un appel en Californie parce qu'on a des diplômés chez Google qui faisaient... Donc, c'est pas comme ça. Chaque jour, c'est pas les Sœurs Grises et Google, mais chaque jour, c'est de parler avec des gens de la société civile qui ont besoin de l'expertise qu'on développe dans notre faculté, mais dans nos universités, puis de voir comment on peut travailler ensemble pour soit aider la prise de décision, soit faire des innovations, soit permettre des stages pour nos étudiants. Donc, c'est très, très varié. Mais je dirais, ça fait 8 ans que je suis doyen. Et il y a eu la COVID, il y a des épisodes. Mais ce que je trouve fascinant, c'est l'appétit pour des têtes bien formées augmente. Donc, quelque part, il y a des défis budgétaires, il y a plein de défis commerciaux là, pour certaines entreprises, mais je pense que tout le monde réalise que si tu n'as pas un accès privilégié au talent, t'es faite. et donc, il y a une grande ouverture. C'est pas toujours facile de comment le coordonner d'une manière qui respecte notre mission académique. Ça, c'est un autre défi. Mais je dirais la compréhension que le talent puis les idées jouent un rôle stratégique
essentiel, que ce soit pour des organisations ou des collectivités. Ça, c'est quelque chose qui s'est amplifié au cours des 8 dernières années. Puis ça, c'est très encourageant. C'est très intéressant. On peut peut-être brièvement aussi parler de vos anciens postes qui vous ont mené au poste actuel de votre travail de chercheur, philosophe. Qu'est-ce qui vous passionnait? Qu'est-ce qui fait que vous aviez cherché une carrière académique préalable? On peut commencer ici. Bien, en fait, c'est très bizarre à dire parce que c'est statistiquement improbable au Québec, mais je dirais que c'est un héritage de la Révolution tranquille. Là. Mes 2 parents ont des PhD. Puis ça, ils ne sont pas profs d'université. D'accord? Donc, les 2 ont enseigné dans le réseau collégial. Mais il faut souligner que le Québec est une magnifique anomalie en termes d'accessibilité à l'enseignement supérieur. Et donc, mes 2 parents, mes grands-parents étaient peu scolarisés, d'accord? Donc, des primaires, un peu de secondaire. Et leurs enfants, que dans 2 familles séparées du Québec, dans les 2 cas, le Québec est rendu possible qu'ils aient un PhD, chacun. C'est une histoire de succès qu'on voit au Québec et qu'on voit à peu près nulle part ailleurs. Que des enfants de familles peu scolarisées se rendent jusqu'au doctorat, c'est un grand succès québécois. Et donc, moi, j'ai grandi dans une famille où ma mère finissait sa thèse. Et donc, j'entendais tout le temps parler de recherche. Et franchement, là, le nombre de fois que j'ai entendu quand j'étais petit, la recherche, c'est important. Et littéralement, comme ça qu'elle le disait. Et donc, moi, c'est dans mon pablum que j'ai commencé. Et puis je le mentionne, c'est anecdotique, là, mais je me souviens du party après la soutenance de thèse de mon père. Et sur le gâteau au chocolat, il y avait une petite statue en plastique avec un diplômé. Et je l'ai encore. Mon père me l'a donné quand j'ai eu mon doctorat. Et donc, depuis que je suis tout petit, je vois non seulement, puis j'entends pourquoi la recherche, c'est important. Et aussi, c'est que je vois à quel point c'est stimulant. Et donc ça, je dirais que c'est en arrière-plan, là. Et j'ai jamais eu de pression pour faire des études avancées, mais on m'a toujours encouragé à le faire. Et ensuite, moi, j'avais étudié en sciences pures et je tripais sciences naturelles. Je tripe encore sciences naturelles. Mais durant mon cégep, j'arrêtais pas d'achaler mes profs avec des questions. Et à un moment donné, un de mes profs me dit, tu sais, parce que je lui dis, je voulais étudier en sciences, puis il me dit, je veux pas te décevoir, mais le genre de questions que tu te poses, tu n'auras pas le droit de te les poser avant le doctorat. Et moi, c'était surtout en biologie. Moi, c'est biologie d'évolution qui m'intéresse beaucoup. Et le prof me dit, juste attache ta tuque parce qu'au bac, c'est pas ça, là. Tu te poses des questions épistémologiques. Puis là, j'ai dû regarder ça voulait dire quoi. Et c'est la justification de la connaissance. Et donc, moi, j'aimais mes cours de philo aussi. Et je suis allé en philo, mais en fait, je fais de la philo des sciences. Et donc, en fait, je travaille plus avec des scientifiques qu'avec des philosophes. Et là, je comprime l'histoire, là, parce que je ne vais pas raconter à chaque année, mais philo des sciences, on essaie de comprendre comment, d'une part, comment les différentes disciplines scientifiques fonctionnent différemment les unes des autres, qu'est-ce qu'elles ont en commun, puis qu'est-ce qu'elles ont de différent, comment elles justifient leurs énoncés, comment elles choisissent leurs méthodes et leurs pratiques. Donc, c'est vraiment, si on veut, la mécanique de la science. Je suis un peu comme les scientifiques, c'est des pilotes de Formule 1. Moi, je m'intéresse à comment les mécaniciens travaillent sur une Formule 1. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressé au fonctionnement de la science. Et là, au cours du temps, je suis devenu prof et je suis devenu directeur du CIRST, qui est un centre interuniversitaire. C'est un regroupement stratégique, donc soutenu par les fonds de recherche du Québec depuis nombreuses années, qui s'intéresse à ces questions-là. C'est pas juste des philosophes, il y a des anthropologues, des politologues, des économistes, sociologues, des sciences humaines et sociales qui s'intéressent au fonctionnement de la science. Et au cours de ça, je me suis retrouvé sur des comités d'experts pour le gouvernement du Québec et président de l'ACFAS, qui est la plus grande association définitivement au Canada, mais c'est une des très grandes associations au monde multidisciplinaires et fondée là, qui a plus de 100 ans pour, en fait, favoriser l'épanouissement de la recherche. À l'époque, on disait des Canadiens français. C'est devenu le Québec par la suite et les francophones ailleurs au pays.
Et je dirais, puis ensuite, j'ai pris différents mandats universitaires, mais moi, je dirais que depuis 2015, si on veut, les dossiers de politique scientifique ont suscité un grand intérêt pour moi. Et l'administration universitaire, mais c'est comme si on veut, c'est à la jonction de ces politiques-là, puis comment ça se déploie de manière institutionnelle. Puis mon dernier gros engagement pour le gouvernement canadien, on m'a demandé de présider un comité d'experts sur l'organisation des organisations qui financent la recherche au Canada. Donc, c'était des recommandations sur la recherche et l'innovation au Canada et comment on peut favoriser l'interdisciplinarité, les partenariats, l'innovation. Donc, ça, c'est plus récent, mais c'est tout à fait cohérent avec ce que je faisais au CIRST. C'est comment fonctionne la science, puis comment on peut favoriser son essor. Et comme chercheur, on s'y intéresse parce qu'on la pratique, mais comme administrateur, on veut que nos chercheurs réussissent. Mais en fait, on a besoin il y a une cohérence, idéalement, avec des politiques gouvernementales, des politiques publiques, pour que ça s'inscrive pour que ça favorise l'essor de toute la société. Et ça, je l'ai fait avec mes différents chapeaux, là, mais quelque part, c'est bizarre, mais je dirais que c'est la philosophie des sciences appliquées. Mais là, que je fais à titre d'administrateur et d'expert. Oui, c'est une continuité. C'est une continuité. Pour moi, il y a une cohérence totale, mais l'objet puis les méthodes ont évolué depuis mes premiers cours en philo des sciences. Et pour M. Guérin, on est dans un autre domaine complètement. C'est très, très, très... Peut-être juste en commençant à dire le modèle à l'Université de Montréal, d'avoir une faculté des arts et des sciences, tu l'as mentionné. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde, malheureusement. Je pense qu'il devrait en avoir davantage. C'est sûr que nous, on fait la promotion de tout ce qui est multidisciplinarité, intersectorialité depuis plusieurs années. Là, ça a été un de mes chevals de bataille dans le poste que j'occupe depuis plusieurs années. Moi, mon parcours est totalement différent. Je viens d'un petit village dans la région de Lac-Mégantic, une famille de 8. Je suis numéro 4. Je suis le seul qui est allé à l'université. Mes parents étaient restaurateurs. Donc, ce que j'ai appris à faire en premier, c'est aider mon père à faire des hot dogs et des hamburgers au restaurant à l'âge de 12 ans. C'est peut-être encore ce que je fais de mieux, ce que je dis souvent. Et là est arrivé des parcours, je vais le dire rapidement, là, mais surtout pour inciter les jeunes à ne pas avoir peur. Pas avoir de limites, parce qu'il y a beaucoup d'anxiété chez les jeunes, on voit maintenant, mais pas avoir peur, faire le saut, puis il va arriver des bonnes choses. Moi, j'ai mené un prof au secondaire 4, de chimie, qui me dit « Rémi, perds pas ton temps à faire ton secondaire 5, tu devrais aller directement au cégep. » Bon, au cégep, je reviens de Lac-Mégantic à la polyvalente, je reviens à la maison, du sang de mes parents. Puis on dit « Bon, eux avaient primaire, ils n'avaient pas fait plus que l'école primaire. » Bon, si ça te tente dans quel domaine? Dans quel domaine? Bon, je savais pas, on va aller en sciences. On verra après ce qu'on fera. Donc là, j'ai pas fait de secondaire 5, je suis allé à Sherbrooke. Fait que je suis allé en appartement, j'avais 16 ans. Là, fait que, en appartement. Et j'aimais beaucoup les mathématiques. Donc, beaucoup de les cours supplémentaires au cégep, c'était souvent en maths. Mais à l'avant-dernière session, j'ai eu un prof de géologie. Et là, j'ai adoré la géologie, la tectonique des plaques, tous ces mouvements-là. J'ai dit, c'est ce que je veux faire. Ça se donnait pas à Sherbrooke. Donc, j'ai appliqué. Mes notes étaient correctes, mais pas plus. Je retournais tous les week-ends aider mes parents au restaurant. Donc, j'ai appliqué à Montréal en géologie, à Sherbrooke en biologie et à Trois-Rivières en génie biomédical. Fait que je savais vraiment ce que je voulais faire. Des roches au vivant et tout ça. J'ai été accepté partout. Et finalement, c'est mon père qui m'a influencé dans la décision d'aller à Sherbrooke. Comment il m'a influencé? S'il ne connaissait pas la géologie ou la biologie, là, il me dit « Rémi, ton frère, une année plus jeune que moi, là, Charles, s'en va au cégep de Sherbrooke l'an prochain. Si tu décides de rester à Sherbrooke, je vous achète un auto. » Et j'ai pris l'auto. Et avec l'auto venait la biologie. C'était fini pour la géologie. Et après ça, lorsque je devais aller faire, je voulais travailler sur le cancer pour la maîtrise et le doctorat, ici à Montréal, la personne avec qui je devais aller, dernière minute, perd ses fonds de recherche. Ça arrivait même dans ce temps-là. Puis là, je ne peux plus t'accepter. Je vais voir à Sherbrooke, je m'en vais dans les différents départements. Tout le monde disait, t'es trop tard, dernière minute. J'arrive, département de pharmacologie, un Italien, Rigoli, et pour lui donner mes notes. Tout le monde a ça. Tu viens d'où?
Ta famille, tes parents, qu'est-ce qu'ils font? OK, tu commences la semaine prochaine. Fait que là, je fais de la pharmacologie. Fait que c'est un peu toujours comme ça que c'est arrivé. Et lorsque je suis revenu au Québec après un postdoc aux États-Unis, à McGill, à l'hôpital Douglas, pour démarrer un peu beaucoup de recherches là-bas, ça a très bien été. J'ai été très chanceux avec des étudiants, des chercheurs, des collègues, des postdocs de partout à travers le monde. Et quand j'étais contacté les premières fois pour scientifique en chef, ça ne m'intéressait pas du tout. Là. Je disais aux gens, appelez donc telle autre personne, telle autre personne, telle autre personne. Donc, c'était pas prévu du tout comme ça. J'ai eu une belle carrière recherche avec des étudiants. Encore aujourd'hui, c'est ce dont je suis le plus fier. Mes 80-90 étudiants de différents niveaux à travers le monde. Très fier de ça. Ma famille scientifique. Mais en même temps, contribuer différemment comme scientifique en chef. Et je dis souvent maintenant aux jeunes, parce que j'ai parlé de programmes à l'international dans les délégations du Québec, on a un programme aussi dans les ministères. Les jeunes, après un PhD, peuvent aller là-bas. Et je leur dis, avoir un papier dans Nature, t'en sais rien, c'est fabuleux. Mais avoir un impact sur une nouvelle loi ou de nouveaux règlements pour la société québécoise, c'est peut-être aussi important, sinon plus. Donc, de diversifier aussi les profils de carrière, c'est un des objectifs qu'on a au Fonds de recherche. Donc, très fier d'avoir fait ça aussi. Donc, très varié, très différent de toi. Mais encore une fois, peut-être l'important, c'est les opportunités qu'offre une société comme le Québec pour être capable d'avancer. Et la majorité des Québécois, même des familles, par exemple, comme la famille que j'avais, assez ouverts. Les parents sont assez ouverts. Ben oui, fais ce que tu veux. Fait que j'espère juste que les jeunes ne sont pas trop découragés. Là, ça fait partie de notre travail aussi de les stimuler, là, parce qu'ils sont brillants. Ils veulent faire des choses, ils veulent apprendre, ils veulent être ouverts sur le monde. Donc, c'est un peu notre travail, essayer de continuer à stimuler et faire la promotion de tout ça. Là. Puis quelque chose, on en a déjà parlé, Rémi et moi, mais puis en fait, on le sait quand on fonctionne en interface avec des partenaires ailleurs dans le monde, les étudiants québécois, là, ils sont mieux formés, ils ont des meilleures têtes. Je veux dire, quand on a des étudiants absolument brillants et on n'a rien à désirer, je veux dire, pas faire des partenariats ou des expériences internationales, bien sûr, on l'encourage, mais il ne faut pas avoir peur qu'on n'est pas à la hauteur. Au contraire, le Québec a une empreinte scientifique complètement disproportionnée par rapport à sa taille. On a un grand impact scientifique pour une population de 8-9 millions. Et ça, on le voit quand on collabore à l'international. Nos chercheurs sont prisés par des partenaires internationaux. Et on l'a vécu, puisque tous les deux, on a eu des épisodes là, de recherche à l'international. Mais quand je faisais mon doc aux États-Unis, je suis arrivé, puis j'avais peur de ne pas être à la hauteur, parce que dans ma classe, il y avait quelqu'un qui avait étudié à Harvard, puis un autre à Berkeley. On était meilleurs qu'eux. Et ça, on n'est pas habitué au Québec à réaliser à quel point on est fort. Mais c'est grâce à l'éducation puis à la recherche. C'est un leg que ceux qui nous ont précédés ont mis en place. Mais on est vraiment à un point où on peut contribuer énormément au savoir international. Mais pour ça, on a besoin que la relève étudiante souhaite le faire. Et donc, quand des fois on entend, puis c'est tout à fait correct, c'est important que les jeunes fassent ce qu'ils souhaitent faire, ouais. Mais quand ils disent « ouais, je sais pas, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça », dire « attends, là, comme les possibilités sont incroyables pour quelqu'un comme toi ». Oui, il y a des défis. Je ne veux pas dire que c'est pas... Mais ça serait comme quelqu'un qui arrêterait de jouer au hockey à 10 ans parce qu'il se dit « je ne serai jamais repêché dans la Ligue nationale ». On dit « ben attends, là. » Tu sais, je veux dire, c'est avant d'échouer, avant de te sortir du jeu, tu sais, vois qu'en fait, tu peux faire plein de choses dans la vie. Hein. Et ça... mais je veux juste dire, nos chercheurs sont d'un calibre exceptionnel. Et nous, on le voit à travers le regard des autres quand on voyage à l'étranger, puis ils nous parlent, ils disent « ah oui, je collabore avec un tel ». Et c'est... en tout cas, on a un grand impact scientifique. On est assez horizontal. Dans le sens, c'est moins des hiérarchies. On peut parler presque à tout le monde. Le grand professeur, on peut aller lui parler facilement. Dans d'autres pays, c'est un peu plus compliqué là, de faire tout ça. Fait que, les étudiants veulent venir chez nous, donc les étudiants internationaux, ils veulent venir dans nos labos, dans nos équipes, pour la raison que Rémi vient d'évoquer. C'est que la relation prof-étudiante est beaucoup plus de collaborative. C'est de la collaboration plutôt qu'une position de dirigiste. Là. Et ça fait que pour des jeunes chercheurs de partout dans le monde, nos universités sont très, très attrayantes pour développer leur recherche. Et notre capacité bilingue doit aider, dans le sens que... Oui, on doit produire en anglais, là, c'est une nécessité dans notre monde, mais vu qu'on est aussi francophone,
On peut aussi parler au français. Avec la francophonie, les Français viennent beaucoup. Là, on est très grand aussi, là, la francophonie, oui, c'est pas une avec langue... l'Afrique, avec bien sûr Belgique, tout ça. Et même, comme pays, moi j'ai eu quand même eu beaucoup de postdocs, plusieurs postdocs du Japon, qui viennent bien sûr, qui ne parlent pas vraiment français, mais avec quand même l'intérêt de vivre dans une société différente de la société japonaise, qui était aussi organisée très, très différemment. Ils sont très fidèles. Chaque fois que je retourne au Japon, ils reviennent d'un peu partout du pays pour avoir une rencontre avec moi à Tokyo. Et les Mexicains sont un peu comme ça aussi. Donc, il y a cet ancrage-là avec le Québec. Et ça, on doit le valoriser davantage parce qu'on est un peu en perte de ce côté-là, là, pour différentes raisons. C'est un peu dans la géopolitique actuelle, c'est compliqué. Là. Mais il faut valoriser ce genre d'acquis-là. Lorsque quelqu'un vient ici, retourne chez lui, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et une dernière question juste sur votre mandat. Ça fait déjà plusieurs années, tous les deux, que vous êtes dans votre poste. Vous aviez sûrement des objectifs dans votre tête quand vous avez commencé. Vous avez travaillé. Est-ce que ça s'est atteint, en voie d'être atteint? Est-ce qu'il y a des défis encore qui fait que c'est plus compliqué? Comment ça se passe dans la vision que vous aviez et votre travail actuel? Il y a des... En fait, c'est que quand on... C'est toujours des petites et des grandes choses. Donc, en fait, il y a des choses qui nous tiennent très à cœur, puis des fois qui sont très, très ciblées et qu'on réussit comme doyen ou comme prof, comme directeur de département. Puis, il y a des choses où on met en place des choses, mais ça va prendre des années avant de vraiment prendre son envol. On travaille sur différentes échelles temporelles, je le dirais comme ça. Donc, de dire, est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Si la réponse est oui, c'est inquiétant. J'ai envie de dire, ça veut dire que les objectifs n'étaient pas assez grands. Mais oui, il y a plein de succès en cours de route. Et il y en a comme moi, j'ai vu vraiment l'essor du Mila en intelligence artificielle. C'est quelque chose qu'on fait. On était déjà très fort en recherche, mais ça restait un secret d'initié. Et là, grâce au soutien du gouvernement du Québec, à Ottawa, grâce à des partenariats privés, maintenant, ça fait que Montréal est une plaque tournante dans l'intelligence artificielle. C'est pas moi qui ai fait ça. Je l'ai accompagné. Mais ça, c'est une grande satisfaction. Là, on est en train de mettre en place un institut, l'Institut Courtois en nouveaux matériaux quantiques et intelligence artificielle. Et là, ça, c'est plus philanthropique. Et ça, je le mets en place, mais je dirais, le bâtiment pour cet institut-là, il va être complété, je ne serai plus doyen. Mais c'est normal, on est toujours en train d'initier des choses, mais qui vont se déployer, qui vont prendre beaucoup de temps. Et ça, c'est tout à fait... en fait, on gère le présent puis on prépare l'avenir. Exact. Moi, je dirais les deux gros changements, c'est certain que le soutien public envers les institutions du savoir, je dirais, est ébranlé parce qu'il y a des secteurs de la société qui le voient plus important que jamais. Puis il y a d'autres secteurs qui le voient comme un adversaire ou comme étant avec méfiance. C'est beaucoup moins fort au Québec et au Canada qu'ailleurs. Ça, il faut le dire. Là. Mais c'est quand même, ça colore un peu une partie du discours public. Ça, c'est un défi. Mais moi, je suis plutôt optimiste que, on va se retrouver dans une position où on va être parmi ceux qui voient l'importance stratégique des institutions du savoir. Mais c'est un défi, je dirais, qui, il y a 8 ans, était marginal. Le scepticisme envers les institutions en général était amorcé même pré-COVID. Donc, c'était quelque chose qu'on voyait, mais qui restait marginal. Après la COVID, il y a des secteurs de la population qui ont eu une méfiance plus grande envers les institutions. Là, je ne parle pas juste des universités, toute institution. Et là, avec ce qui se passe au sud de la frontière, ça décomplexe beaucoup de craintes par rapport à ça. Et donc, ça, c'est quelque chose qui s'est amplifié. Mais inversement, c'est beaucoup plus facile de faire des partenariats avec des organisations dans la société civile qu'il y a 8 ans parce qu'il y a l'intérêt de leur part et de notre part. Donc, je vois les deux. Moi, je vois les sources de préoccupation, mais les sources d'optimisme, les deux ont augmenté. Pour moi, le prochain grand chantier, puis je suis en train de l'amorcer comme doyen, mais encore une fois, ça va se poursuivre, c'est que je crois qu'il y a une évolution profonde du rôle du PhD, qui est vraiment notre diplôme de recherche le plus avancé.
Et que, puis là, je veux pas, ça serait une beaucoup plus longue discussion, je ne vais pas la compléter ici, mais en gros, c'est que on sait depuis longtemps que, par exemple, le secteur privé au Canada investit très peu en recherche-développement par rapport à d'autres pays riches et avancés. Donc ça, c'était un défi économique connu et qui existe déjà. Là, pour moi, ce qui change la donne, c'est l'introduction de l'intelligence artificielle au fonctionnement des organisations. En fait, c'est que là, les organisations qui n'investissent pas en recherche-développement sont faites. Parce que ça veut dire qu'elles vont être juste capables de prémâcher, en fait, d'utiliser ce qui va être prémâché par l'IA, mais leur compétiteur a le même truc. Et donc, à un moment donné, il va falloir que tout le monde fasse un peu de recherche ou développement ou aide au sein de leur organisation des gens qui sont capables d'interpréter ce que l'IA leur dit ou de se mettre en maillage avec des organisations qui font de la recherche-développement. Donc, ça, pour moi, c'est un grand chantier sur la réflexion du positionnement des experts dans la société, mais comme doyen, c'est que le chantier, c'est comment on forme nos étudiants pour être pertinents dans ce nouveau monde de connaissances-là. Et pour moi, il y a d'immenses opportunités à ça, d'immenses besoins, mais c'est un grand chantier parce que ça veut dire, bien, ça sert à quoi un doctorat, comment tu les formes, comment tu les prépares, comment tu facilites la capacité d'absorption dans la société civile au-delà des universités. C'est un défi fascinant, mais qui est urgent pour nos sociétés contemporaines. Et ça, ben, j'espère initier ce chantier-là, mais je ne le compléterai pas. Ça va être à mes successeurs de poursuivre cette réflexion-là. Oui, puis une diversité disciplinaire aussi. Oui, mais l'enjeu va être le même à travers les disciplines. Oui, l'enjeu est le même, mais la forme va peut-être exactement, être exactement. Pour moi, c'est ce que je suis fier qu'il n'y ait pas eu de remise en question du poste de scientifique en chef au Québec, que le conseil scientifique aux autorités gouvernementales, que ce soit au niveau du gouvernement du Québec ou de plus en plus au niveau des villes, parce qu'on fait plein de choses avec les gouvernements de proximité, ça non plus pas remis en question, ça a pris de l'expansion. Depuis que je suis en poste, des gouvernements de différentes couleurs, 3 partis différents, et ça n'a pas été remis en question. Et la présence du Québec sur la scène internationale en termes de conseil scientifique, et je mentionnais diplomatie scientifique avant, a augmenté énormément. En termes de conseil scientifique, je préside une organisation internationale qui est dans plus de 130 pays. Et lorsque j'ai été nommé, j'ai été surpris moi-même. Parce qu'en me disant, je ne représente pas un pays, là, je représente une province, une région, mais quand même, les gens ont voté pour moi partout dans le monde. Donc là, ça donne une visibilité pour ce qu'on fait au Québec en conseil scientifique partout dans le monde, et surtout dans le sud global. Donc ça, je suis fier de ça. On a fait un bout de chemin. Depuis quelques mois, c'est plus compliqué, avec ce qui arrive du côté géopolitique aux États-Unis, mais dans d'autres régions du monde, aussi en Russie, en Europe, globalement, en Afrique. Donc, il reste énormément à faire pour aider, par la science, aider la prise de décision des décideurs politiques à tous les niveaux. Et là où on essaie de convaincre nos collègues de plus en plus, se dire oui, c'est très important, par exemple, les Nations unies, mais de plus en plus, il faut être près du citoyen, de la société civile. Donc, amener, par exemple, les changements climatiques, là, le rapport du GIEC, c'est fabuleux, mais ça veut dire quoi pour moi, dans ma ruelle, pour ma famille, à Montréal? Donc, et là, de travailler avec les mairies, avec les municipalités, et ça, on essaie de le faire de plus en plus. On fait des formations de ce côté-là, mais ça reste un grand défi. L'autre, comme disait Frédéric, tout ce qui est en remise en question, si on veut, de la science, des élites dans nos sociétés, mais on est chanceux. Comme tu disais aussi, du côté Québec, Canada, c'est moins évident, mais il faut faire attention. C'est pas gagné, parce que ça peut progresser rapidement. Il faut trouver une façon, et ça, c'est un défi. On essaie de faire un peu d'activité de ce côté-là, puis on n'a pas encore bien réussi. C'est d'aller chercher ce qu'on appelle toujours la fameuse majorité silencieuse. Ils sont silencieux. Fait que c'est 80%, 70-80% de notre société, puis même aux États-Unis, beaucoup plus qu'on pense, qui croient en la science, qui croient à la recherche, qui supportent tout ça, mais ils ne sont pas sur la première page, ils ne sont pas toujours sur les réseaux sociaux. Donc, il faut trouver une nouvelle façon
qu'on n'a pas encore bien identifié, bien maîtrisé, en travaillant avec des chercheurs dans nos universités, dans la société civile aussi, pour peut-être avoir des nouvelles façons. Et pour moi, je table beaucoup, je n'ai pas réussi encore à convaincre toutes nos autorités à 100%, la littératie scientifique dès le plus jeune âge et la littératie numérique dès le plus jeune âge, c'est essentiel. Comment ça fonctionne, l'intelligence artificielle, ces fameux réseaux-là et tout ça? C'est pas parce que c'est en première, deuxième position que c'est les meilleures informations, là. Donc, tout ça, là, on doit être formé dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, là, pour s'assurer que concitoyens, concitoyennes comprennent un peu mieux, là, comment ça fonctionne, les bons côtés, parce qu'il y a de très bons côtés, il y en a qui sont plus... il y a des défis. Donc, ça va être un défi, tu le mentionnais aussi, au cours des... Si j'écoute au choix Benjo au cours des prochaines semaines, peut-être c'est quelques années, mais quand même, on est là-dedans. On est dans certaines urgences. C'est vrai ici au Québec, c'est vrai partout dans le monde. Il faut travailler en collaboration avec les démocraties, les sociétés qui ont un peu la même façon de penser que nous, là. Fait que ça aussi, c'est un autre défi. Mais on doit pas avoir peur de prendre notre place, parce qu'on a des compétences ici dans ces secteurs-là. Fait qu'il faut y aller, il faut vraiment être présent sur la scène internationale de ce côté-là. À la fois être local, mais aussi global. Puis je veux le souligner, parce que j'ai mentionné que le Québec était vraiment privilégié à bien des égards. Je veux juste souligner le travail de Rémi, parce qu'il y a un travail de diplomatie pour le Québec que Rémi et les FRQ ont fait, qui amplifie, je dirais, l'impact de la recherche qui se fait au Québec. Donc, notre recherche était très bonne avant, mais elle était méconnue. Elle était connue dans les réseaux scientifiques. Mais ce que Rémi et ses collègues ont fait, c'est mettre la lumière sur la qualité de la recherche qu'on fait ici pour qu'elle soit vue à l'international et qu'on ait ensuite des demandes de partenariat. Et donc, tu sais, je veux te remercier, Rémi, parce que ça ne se fait pas tout seul. Il y a d'autres endroits dans le monde qui sont très bons et personne ne le sait. Et le défi aussi, c'est, puis ça, c'est quelque chose aussi que les FRQ font depuis plusieurs années, c'est de montrer que la recherche, c'est important entre les chercheurs. Ensuite, il y a les gouvernements, mais vraiment le lien avec les citoyens. Ouais, ça, c'est quelque chose qui n'est pas fait dans tous les pays et qui fait une fichue différence par rapport à la confiance des citoyens envers les chercheurs. Parce que ce que tu veux, quand tu parles à un chercheur, tu vois que il veut ton bien. Mais si tu ne lui parles jamais, tu ne le sais pas. Et ça, le Québec aussi est privilégié, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a les FRQ, on a un écosystème de communicateurs scientifiques, comme toi d'ailleurs. Mais ça, il y a une culture, il y a une communauté de communication scientifique qui est vibrante au Québec, beaucoup plus qu'ailleurs. Et ça, c'est un trésor qu'il faut chérir. Oui. On n'a pas vraiment le choix d'en parler. Le contexte américain, évidemment, depuis que l'administration Trump est en place, c'est une attaque frontale là, face aux institutions scientifiques. Les universités se font poursuivre. On voit des annonces comme cette semaine, des attaques contre la Tylenol et des liens avec l'autisme. On se retrouve avec des gens inaptes à comprendre la science qui prennent des décisions comme si c'était des grands experts. C'est quoi les conséquences pour nous? Même si on n'est pas affecté nous-mêmes là, au Canada, au Québec, par les décisions, coupements, la censure face à certains thèmes comme les changements climatiques, ça va avoir un impact sur la recherche mondiale. Donc, comment on peut voir ça ici? Je pense que tout le monde est affecté. C'est peut-être plus direct que pour certaines universités américaines, la société américaine, mais on est affecté aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de partenariats avec les États-Unis. Notre premier partenaire en termes de sciences, c'est vraiment les États-Unis. Au Fonds de recherche du Québec, pour les bourses postdoctorales, 115-80% des jeunes vont aux États-Unis, un peu comme moi j'ai fait dans le temps aussi. Là. Donc là, il faut offrir des alternatives. On est à travailler sur ça. Moi, j'aurais jamais pensé vivre ce qu'on vit présentement par rapport à la science aux États-Unis. C'est un impact partout dans le monde. Je veux dire, on travaille beaucoup dans le sud global aussi, par exemple en Afrique, sur le conseil scientifique. La présence américaine en termes de financement de grands projets de recherche en Afrique, c'est énorme. C'est disparu du jour au lendemain presque. Donc, on ne peut pas compenser nous-mêmes tout ça. Mais là, ça nous donne peut-être mauvaise façon, mais c'est une opportunité de diversifier nos partenariats. On travaillait déjà avec plusieurs pays dans le monde, il faut le faire encore davantage. C'est pas nécessairement pour prendre la place des Américains, mais avoir des façons de faire très ouvertes.
Je pense que des aspects de sciences ouvertes, d'aider les liens avec les communautés du Sud global, je pense que c'est excessivement important. On doit aller vers ça. Et ce qui arrive aux États-Unis, même si ça changeait de président dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ça va être lourd à rebâtir. Et fait que je pense que le Québec doit être présent, doit essayer d'aider, c'est ce qu'on essaie de faire dans certains cas, aider nos collègues, soit des Canadiens qui sont aux États-Unis, qui aimeraient peut-être revenir au Québec, au Canada, des immigrants américains qui voudraient peut-être venir au Canada, des Américains qui voudraient peut-être venir au Québec parce qu'ils travaillent sur un sujet qui... Oui, des étrangers qui ne vont plus aller au Canada, qui cherchent un autre endroit aux États-Unis. Fait que je pense qu'il y a des opportunités de ce côté-là. J'espère que l'appareil politique va les saisir. C'est pas simple, c'est compliqué parce que tout le monde est un peu en attente ou un peu peur aussi de parler. J'étais il y a quelques jours en Afrique du Sud au G20 là, sur la science. C'est comme si souvent les déclarations finales, c'est comme si rien qui est arrivé. On parle de personne parle de Trump, personne parle de la guerre Ukraine-Russie, personne parle de Gaza. Tout le monde a peur d'attaquer qui que ce soit, mais je pense que les chercheurs doivent travailler, doivent aider les collègues américains, puis on doit travailler ensemble pour dire la science, là, c'est excessivement important. On vit une période difficile, il faut serrer les coudes. Pour moi, c'est la seule façon, à terme, de contrecarrer certains des effets négatifs, mais les chercheurs souffrent aux États-Unis, certaines équipes ont de la difficulté, et la société civile aussi, là, ceux qui faisaient partie, si on parle de santé, des essais cliniques avec des nouveaux médicaments, tu n'as plus accès aux nouveaux médicaments, ils ne sont plus là. Ils sont plus développés, ce qui est dramatique quand même. Les effets sont majeurs. Il y a des opportunités aussi, là, mais je dirais de manière générale, ça déstabilise toute la communauté scientifique au monde, comme Rémi l'a mentionné. En même temps, je dirais, ça a permis de voir en fait, de peut-être se rappeler que des excellents chercheurs partout dans le monde, puis pas juste dans les grandes universités américaines dont on parle tout le temps dans les médias. Donc, ça a peut-être relativisé aussi ça a montré à quel point la communauté scientifique américaine était névralgique, mais ça a relativisé sa supériorité par rapport à d'autres experts ailleurs dans le monde. Donc, ça nous a réveillés. Là, je ne parle pas de nous deux, là, mais genre collectivement. En fait, à Genève, dans ce domaine-là, ils sont plus forts qu'à Palo Alto, disons. Et donc, ça nous a peut-être rappelé qu'il y a un intérêt à diversifier nos partenaires stratégiques de la même manière qu'on le fait pour l'économie en ce moment. Oui, c'est le mot-clé de M. Carney. C'est un rappel salutaire. C'est une immense opportunité. Là, je ne parle pas de maraudage, là, d'aller... là, je dis juste, les pays qui ne perdront pas le cap par rapport à la recherche et l'innovation vont y gagner. Parce que c'était un avantage comparatif. C'est un avantage comparatif aujourd'hui. Ce l'était il y a 10 ans. Ce l'était il y a 20 ans. Et donc là, s'il y a un partenaire, s'il y a un joueur majeur qui se tire dans le pied, on n'est pas content pour lui, puis ça nous fait mal indirectement. Mais ça veut dire que nous, on ne doit pas lâcher parce qu'on va juste en bénéficier encore plus. Et ça, c'est quelque chose de... il ne faut pas perdre le cap par rapport à l'accroissement du rôle de la recherche et de l'innovation dans nos sociétés. Là, je parle de Québec, le Canada, mais c'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Angleterre. Et ce qui est vraiment... qui nous laisse très perplexes, c'est que c'était un immense avantage stratégique des États-Unis pour leur propre population. Là, je ne parle même pas de comment on en bénéficiait. Mais il y a un rapport de Vannevar Bush après la Deuxième Guerre mondiale au président américain. C'est The Endless Frontier, c'est un super document. Mais en gros, qui explique que les États-Unis doivent prioriser la recherche et l'innovation et comment. Ce n'étaient pas les mêmes mots qui étaient utilisés. Et dans les décennies qui ont suivi, ils ont suivi le plan. Et les premiers qui en ont bénéficié, c'est les États-Unis. Bon, s'ils se détournent de ça, on s'en désole, parce qu'on a beaucoup d'amis là-bas. Mais nous, il ne faut pas que ça nous fasse hésiter ou dévier par rapport à notre stratégie qui doit y accorder une plus grande place dans la société, parce qu'il n'y a aucun moyen. On ne peut pas vendre assez d'eau ou assez d'arbres ou assez d'électricité pour assurer notre prospérité au cours des prochaines décennies. Ça va prendre des cerveaux et des bras pour les mettre à l'œuvre chez nous. Et ça, on le fait déjà, mais il ne faut pas perdre le cap, même si c'est remis en question ailleurs. Ils vont être les premiers qui vont en souffrir.
Et on risque de le voir assez rapidement aussi. Et donc, je pense que la démonstration, là, on est dans un moment de fragilité parce que les finances publiques sont sous pression. Mais la vraie question, c'est, OK, bien, comment on va être prospère, libre et heureux en 2050? Bien, c'est certain que nos cerveaux vont jouer un rôle crucial dans l'équation. Et bien, on a avantage à se préoccuper de comment ils sont formés puis à quoi on les met à l'œuvre. Mais les États-Unis, bien, s'ils se détournent de ça, bien, c'est eux qui vont en pâtir. Puis nous, on va essayer d'aider nos amis, comme tu l'as dit. Mais nous, il ne faut pas qu'on perde le cap par rapport à ça. Et avoir plus de collaboration, même, tu as parlé de Genève, mais même juste avec Toronto. Avec ben oui, exactement. À l'intérieur du Canada. Tout à fait. Aussi peut-être que plutôt, c'est sûr que c'est naturel pour nous de collaborer avec Boston, c'est tout proche, New York, mais peut-être qu'on peut collaborer avec Toronto, puis ça va aller aussi bien aussi. Là. Oui. Un autre grand défi, je n'ai pas le choix de parler, ça va être le dernier qu'on va aborder peut-être un peu plus rapidement, c'est les changements climatiques. Je suis tout le temps fasciné, je pense qu'on n'avance pas assez vite en tant que société dans ces luttes-ci. Oui. Le savoir vient des universités, vient de la science. Est-ce qu'il y a des manières, en tant qu'institution, d'essayer de faire changer plus les choses? Et nous-mêmes, dans notre propre institution, de montrer l'exemple. Je sais qu'on n'est pas un grand pollueur, là, quand on regarde la liste, là, les universités, le monde de la recherche ne pollue pas grandement. Mais si on montre par l'exemple qu'on peut y arriver, et il y a des défis là-dedans, j'en suis tout à fait conscient, mais est-ce qu'on peut réfléchir un peu plus aussi à nous et avoir une critique de notre propre institution? Nous, ce qu'on essaie de faire, je l'ai mentionné un peu, là, c'est différent des universités, mais au niveau Fonds de recherche du Québec, c'est d'aller très citoyen. Que ça soit moins abstrait qu'un grand rapport, puis que là, des gens disent c'est quoi, puis la planète brûle, je vais continuer à acheter mon SUV, je ne change rien de toute façon. Fait que d'arriver puis de le rendre un peu plus concret pour nos concitoyens et concitoyennes, pour leur famille, et en disant le petit geste que tu fais peut avoir un impact. Parce que sinon, c'est un peu décourageant là, quand tu vois ça globalement. Fait que de le rendre beaucoup plus local, et on en parle assez souvent, on est aussi impliqué dans des conseils au secrétaire général des Nations unies. Et là, de plus en plus, ils viennent nous voir pour dire « Ah, vous êtes très terrain, par exemple, comme en Afrique. Comment amener ça, là? » Parce que sinon, si on continue à être très, très haut niveau, les gens sont découragés. Puis, surtout les attaques contre tout ce qui est recherche, science derrière les changements climatiques qu'on vit présentement dans plusieurs pays, parce que les États-Unis, mais pas seulement. Je pense qu'on doit vraiment aller chercher les citoyens qui viennent avec nous, là. Puis les jeunes sont là. Je pense que les jeunes sont vraiment là. Ils trouvent que ça va pas assez vite non plus, là. Il faut essayer de trouver des nouveaux outils, convaincre nos autorités. C'est pas simple. Je pense qu'on doit travailler ensemble pour y arriver. Et encore une fois, au Québec, on est privilégiés de ce côté-là. Moi, en fait, oui, donner l'exemple, mais je pense pas que c'est là où notre rôle est le plus puissant. Oh, bien sur l'impact, c'est pas là, mais non, démontrer qu'on peut. Oui, tout à fait. Mais moi, c'est plus dans livrer la marchandise. C'est le meilleur exemple qu'on peut donner. Il y a des opportunistes, des charlatans politiques partout qui forcent des clivages qui ne représentent pas la vie réelle. Donc, on dit, t'es-tu pour ou contre? Okay? Puis là, c'est comme, ben oui, mais la plupart du monde ils veulent des choses, mais ils veulent pas arrêter de manger pour atteindre. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas forcer, faut pas succomber à la tentation des opportunistes politiques, OK? Nous, le meilleur travail qu'on peut faire comme chercheurs, c'est montrer qu'on a les solutions, puis les partager, puis les démontrer. Puis ensuite, à la limite, c'est comme si j'avais jamais mangé des mets chinois. Puis là, tu dis, t'es-tu pour ou contre des mets chinois? Je dis, je le sais pas. Puis là, je dis, regarde, goûte à ça. Puis là, je goûte, wow, c'est bon, OK? Ben nous, on doit, en quelque sorte, offrir nos plats à la société pour qu'ils voient que ça goûte bon. Et plutôt que d'essayer de les convaincre d'aimer a priori des solutions qu'on offre. On leur tapait ça à la tête parce que vous êtes pas assez bon là-dedans. Donc, c'est pour ça que je dis, on donne l'exemple, mais j'ai envie de dire, surtout en montrant que ce qu'on fait goûte bon. Et ça, c'est en rendant notre science le plus disponible, le plus possible, en la traduisant, en s'intéressant à leurs préoccupations. Donc, pas juste en disant, ben, vous ne vous posez pas les bonnes questions. Non, c'est pas bon, ça. C'est dire, nous, on s'intéresse à ces questions-là pour le moment. Toi, tu t'intéresses à quoi? OK. Bien, en fait, tu sais quoi, ta question est intéressante, puis on va travailler dessus, ou on va travailler ensemble parce qu'on a des intérêts communs. Mais c'est de s'intéresser à l'autre. Et on le fait déjà, là. Moi, je crois pas à la Tour d'Ivoire. C'est une fiction. Elle n'a jamais existé.
Mais des fois, c'est vrai qu'il y a eu plus ou moins de distance. OK? Là, on est dans une ère où, par rapport au changement climatique, le plus grand service qu'on peut rendre, c'est de partager avec enthousiasme les recherches qu'on fait, les cours qu'on fait. Et la question du jugement, ça aide pas à attirer le monde à notre table. Et donc, mais là, je parle vraiment à l'échelle institutionnelle. Je pense que c'est vraiment comme ça. Mais on le fait déjà, puis il faut en faire plus. Puis on le fait beaucoup plus que dans beaucoup d'autres pays. Donc, continuons sur notre lancée. Très bien. Je vois le temps qui passe, on va devoir finir. Peut-être en une phrase pour finir. Si vous aviez un conseil pour un jeune chercheur ou un jeune qui est même au cégep, un peu plus jeune, qu'est-ce que vous leur donneriez? C'est ces jeunes qui vivent, qui ont connu ce monde-là qu'on connaît, pandémie, après un virage autoritaire des États-Unis. C'est assez sombre. Nos jeunes sont brillants. Il ne faut pas qu'ils aient peur. Allez-y. On va être là pour essayer de vous aider le plus possible. Et la science, une carrière en recherche en science, c'est le fun, si on dit ça comme ça. Là. Je ne dis pas c'est plaisant, c'est le fun. À des défis, tu es un peu ton propre patron. Oui, c'est long, ça prend du temps, mais c'est vraiment fabuleux. Et tu as beaucoup de moments d'eureka. Les petites découvertes que tu fais, c'est des moments d'eureka. Donc, de rêver à la science, rêver de découvrir des étoiles, il ne faut pas avoir peur. Allez-y. C'est dans le même esprit. Moi, je vois mes diplômés, à moi, mais je vois des diplômés de la faculté, puis je vois ce que les maîtrises, les PhD font après leurs études. Puis il y en a bien sûr qui poursuivent en recherche plus proche du monde académique, mais il y en a plein qui sont dans la société civile, dans des ministères, dans des compagnies, dans des organisations. Et je vois que peut-être que hier, j'ai rencontré une diplômée en études allemandes, elle ne travaille pas en études allemandes, mais ça l'aide vraiment dans le rôle qu'elle a maintenant dans une grande organisation. Donc, oui, les questions de perspective d'avenir, c'est normal d'avoir peur ou être préoccupé. C'est normal, puis je dirais c'est raisonnable. Mais l'avenir, il n'existe pas encore. C'est à vous de l'écrire. Et il ne faut pas être paralysé par l'imprévisibilité de l'avenir. En fait, c'est une immense opportunité de créer l'avenir. Et pour ça, il faut se donner la chance puis de suivre ses passions. Puis le monde de la recherche, si c'est un monde qui encourage des passions, en fait, c'est le domaine par excellence pour le faire. Donc, venez nous parler, puis à la limite, on va vous expliquer ou on va vous expliquer pourquoi vos passions trouveraient une bonne place dans nos équipes de recherche, dans nos laboratoires. Très bien. Merci beaucoup. Je voulais finir sur une note plus positive, surtout pour les plus jeunes qui nous écoutent. Merci de l'invitation encore une fois. C'était un plaisir de discuter avec vous. Et au public, j'espère que vous avez aussi apprécié. On se dit à la prochaine fois.